Bonjour à tous, un Zoom aujourd'hui avec notre invité Pierre Le Vigan. Bonjour Pierre Bergerot. Pierre Le Vigan, vous êtes essayiste et philosophe et vous nous présentez cet ouvrage, L'Europe à l'endroit, libérer l'Europe de l'occidentalisme et de l'euro-mondialisme. De quoi la crise du Groenland est-elle le nom? Alors on voit que la crise du Groenland a un petit peu été éclipsée par les révélations autour de ce dossier Epstein et aussi du fait que notre président Macron a montré ses petits points et qu'il a fait reculer le président Trump en le menaçant de rétorsion économique avec cet outil anti-coercition. Enfin, on va parler de l'Europe avec vous, Pierre Le Vigan. Alors justement, cette notion d'euro-mondialisme, vous dites que l'Union européenne, au final, ne consiste qu'à adapter l'Europe aux exigences du mondialisme. Et alors, c'est quoi le mondialisme par rapport à la mondialisation ? Oui, tout à fait. Alors, l'Europe, il y a 50, 60 ans, certains, de bonne foi, auraient pu penser que c'était le moyen de constituer un grand espace autonome, peut-être pas autarcique, mais au moins largement autonome, avec une politique étrangère indépendante des États-Unis notamment, et aussi de la Russie, surtout quand la Russie s'identifie avec le communisme, ce qui évidemment n'est plus le cas. Mais en fait, l'Europe, l'Union européenne, enfin l'Europe concrète, hein, la forme qu'elle prend, l'Union européenne, la Commission européenne, s'avère tout simplement un instrument d'adaptation de l'Europe à un grand marché mondial, et non pas du tout un instrument de protection d'un espace plurinational constitué d'un certain nombre de nations. Le Mercosur en étant un bel exemple. Voilà, on voit très bien qu'effectivement, il s'agit de mondialiser l'Europe et non pas de créer un marché européen entre pays de niveau de développement comparable, comme c'est en gros le cas en ce qui concerne la France, l'Allemagne, l'Italie. C'est déjà beaucoup moins le cas quand on va vers l'Est, vers la Roumanie, etc. Donc effectivement, l'Union européenne s'avère le contraire d'une intelligente ambition européenne. Voilà. Alors que la mondialisation... Alors la mondialisation, il y a un phénomène objectif, c'est-à-dire que il y a des dégradations écologiques, par exemple, qui sont en général tout autres que le réchauffement, hein, mais il y a des dégradations écologiques qui, bien entendu, ont une dimension mondiale. Cela ne veut pas dire que l'action doit venir d'un hypothétique gouvernement mondial. Ça veut dire simplement que quand on agit localement, il faut prendre conscience du fait que un certain nombre de dangers écologiques ou de catastrophes écologiques, de pollution, etc., évidemment ne respectent pas les frontières. Mais le mondialisme, c'est pas la même chose que le constat de ce qu'un certain nombre de choses sont objectivement mondialisées, d'ailleurs comme les idéologies, le wokisme est aussi une idéologie mondialisée. Le mondialisme consiste à dire que c'est une très bonne chose, que cela va dans le sens d'hommes de plus en plus proches les uns des autres, c'est en fait de plus en plus identiques les uns avec les autres, et donc de plus en plus interchangeables. Je crois que la notion fondamentale du mondialisme, c'est que les hommes sont interchangeables. Quand ils ne le sont pas encore tout à fait, eh ben, il faut qu'ils le deviennent. Hein, c'est en ce sens que j'explique que finalement le libéralisme est devenu un libéralisme de transformation anthropologique, puisqu'il partait de l'hypothèse que les hommes sont à peu près tous comparables parce qu'ils sont mus ou seraient mus par leur intérêt. Eh bien, le libéralisme au stade actuel consiste à dire que, bon, c'est vrai qu'on voit encore des différences, mais que ces différences, eh bien, il faut non pas en tenir compte, mais il faut les supprimer pour que l'homme devienne objectivement, réellement identique et du même modèle d'un bout à l'autre de notre planète. Alors, vous faites aussi cas de la notion d'occidentalisme. Vous dites que l'alliance euro-américaine n'a jamais été une vraie alliance. Alors, comment est-ce que vous définissez ce qui unit les deux blocs ?
Alors, ce qui unit les deux blocs, c'est un rapport de suggestion, en fait. Hein. Le maître, c'est un rapport de suggestion, en fait. Hein. Le maître, c'est les États-Unis d'Amérique, et le dépendant, parfois même l'esclave, ce sont les pays européens. Nous sommes dans un rapport de domination. Les pays européens ont accepté cette soumission. Une bonne partie des pays européens ont accepté cette soumission. Alors évidemment, c'était pas le cas en bonne part de la France sous De Gaulle, mais de plus en plus on s'y aligné. Avant même Sarkozy, on était quasiment revenu objectivement non seulement dans l'Alliance Atlantique, que nous n'avons jamais quittée, mais même dans l'organisation militaire, dans l'OTAN, dans l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique. Bon, on se souvient du nom de Chirac à la guerre en Irak, il y avait alors, il y a quand même sous Chirac un peu de résistance. Absolument, il y avait sous Chirac, avec de Villepin, encore une résistance réelle, mais tout cela a disparu depuis Sarkozy, et cet alignement sur les États-Unis, c'est bien sûr confirmé avec Hollande et avec Macron. Il va de pair avec l'affaiblissement de la France, affaiblissement à la fois extérieur, industriel, à la fois intérieur, parce que la France est un pays de plus en plus divisé, hein, notamment avec les flux migratoires, et puis aussi avec une idéologie de la repentance qui fait que la France ne sait plus qui elle est, hein, en quelque sorte. Voilà. Alors on nous explique sur les plateaux de télévision quand même que c'est Moscou l'ennemi, l'adversaire de l'Europe. Vous dites l'ennemi est et restera Washington et pas Moscou. Oui, parce que, sans être angélique, il était quand même facile de constater depuis 2022, c'est-à-dire nous sommes en 2026, en quasiment 4 ans, la Russie n'a conquis que 20% à peu près du territoire de l'Ukraine, et même pas toute la région du Donbass qu'elle revendiquait. Elle n'en maîtrise pas l'intégralité, même si elle a avancé sur quelques autres points du côté de Zaporijjia et de Kherson. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas une guerre éclair, et il est évident que les ambitions russes sont limitées. Alors peut-être, comme le souligne Emmanuel Todd, la Russie a-t-elle une tentation d'aller peut-être jusqu'à Odessa, mais ça n'ira pas plus loin. Enfin, l'idée que la Russie ait l'intention d'entrer en Pologne, tout ça est absurde. Donc, ne soyons pas angéliques, bien entendu, mais notre avenir, c'est l'amitié et la coopération avec la Russie, à condition, bien sûr, que la Russie le veuille sur une base égalitaire. Par contre, il est évident que dans cette affaire d'Ukraine, nous nous sommes fait complètement avoir, à savoir que finalement, on achète de l'énergie aux États-Unis 4 fois plus cher que celle que nous vendaient les Russes, qui étaient par ailleurs en plus grande proximité géographique. Et pendant que les Européens regardaient l'horrible menace russe, c'est finalement derrière nous, nos alliés, Donald Trump, qui menace ce territoire, le Groenland, un territoire indépendant, mais dont les habitants sont membres de l'Union européenne. Encore un truc tordu de Bruxelles qui fait d'un pays, d'un territoire indépendant, mais dont la population fait partie de l'Union européenne. Donc la menace, en fait, arrive de la part de nos alliés. Alors c'est presque une scène de dessin animé, en quelque sorte. Hein. Tous les grands médias mainstream nous disaient de regarder vers l'Est l'ogre russe, et finalement, de notre gauche, de l'Ouest, arrive une revendication qui est celle de l'annexion du Groenland par Trump, qui est d'ailleurs pas une affaire nouvelle, puisqu'il en avait parlé il y a une dizaine d'années, lors de son premier mandat. Et donc, bon, le Groenland, c'est pas une population considérable, hein, c'est dans les 67 000 habitants, donc c'est quand même assez anecdotique. Mais c'est quand même un territoire grand comme un peu plus de 4 fois la France. C'est un territoire avec pas mal de matières premières assez riches, avec de l'uranium, avec des métaux rares, dans des conditions d'extraction certes assez difficiles, mais avec la robotisation, il y a quand même un certain nombre de choses possibles. Bon, par ailleurs, c'est une question qui a été évoquée parfois sur TV Liberté, mais enfin, dans le climat, il y a des cycles. Bon, du 13e à 1850, on a eu un cycle de refroidissement. Depuis 1850, on a un cycle de réchauffement. Ça vient essentiellement du soleil. Il est
fort possible, ça c'est un autre débat, mais il est fort possible que 20% du réchauffement soit aussi d'origine humaine et donc qu'il accentue un petit peu ce réchauffement. Toujours est-il que ce réchauffement, en fonction des cycles naturels, va sans doute durer encore quelques siècles. Conséquence, la route du Nord, du côté de l'Arctique, va peut-être être ouverte pendant un siècle, 2 siècles, 3 siècles, ce qui, à l'échelle de l'histoire, n'est absolument pas négligeable. Donc le Groenland est intéressant au plan stratégique. Par ailleurs, les Américains n'ont cessé de vouloir l'acheter. Leur secrétaire d'État, Seward, l'avait proposé en 1868. Alors, lui-même avait acheté l'Alaska un an avant à la Russie. Et dans la foulée, un an plus tard, l'appétit vient en mangeant. Somme toute, après l'Alaska, qui était acheté d'ailleurs en bonne partie pour contenir l'Empire britannique, avec le dominium du Canada, après l'Alaska, il s'était dit pourquoi pas le Groenland et avait même envisagé l'Islande. Pourquoi ? Parce que la doctrine Monroe dit que tout ce qui relève plus ou moins du continent américain doit être sous l'emprise d'un État américain. Et alors, l'État américain le plus brillant, le plus intelligent, le plus performant étant évidemment les États-Unis d'Amérique. Donc, comme par hasard, ça tombe sur eux. Donc, effectivement, et alors pourquoi pas, si on continue cette logique géographique, bon, on serait tenté de dire les îles Féroé sont un petit peu plus proches du continent américain, qui appartiennent encore au Danemark, que du continent européen. Donc, ça peut quand même aller très loin. Il se trouve que, en l'occurrence, on pourrait prendre cette doctrine Monroe, je dirais, au pied de la lettre, si les Américains n'avaient pas un peu partout des bases dans le monde. Parce qu'en fait, la doctrine Monroe, à l'origine, c'est les puissances européennes ne doivent pas intervenir sur les continents américains, le Nord, le Centre, le Sud. Mais en fait, ça a eu 2 conséquences qu'avait bien comprises et analysées Carl Schmitt, c'est que finalement, les États-Unis d'Amérique se réservent le droit, eux, d'intervenir partout en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, mais ils se réservent aussi le droit d'intervenir partout, c'est-à-dire en Europe, en Eurasie, etc. Donc c'est une doctrine à sens unique, en quelque sorte. Voilà. De leur influence à eux, les Américains. Voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, nous sommes exclusivement chez nous dans les Amériques, mais nous sommes aussi un peu chez nous ailleurs. Voilà, donc voilà. Le colonialisme. Voilà ce qu'il en est. Voilà, tout à fait. Alors, justement, vous tirez à boulet rouge sur la classe dirigeante européenne. À part leur soumission aux États-Unis, qu'est-ce que vous leur reprochez ? Alors, leur inculture, leur inintérêt pour l'histoire de l'Europe et les intérêts de l'Europe, le fait finalement d'être avant tout des gestionnaires d'une économie mondiale et même pas de bons gestionnaires de l'économie européenne. Même des gestionnaires d'une espèce d'économie de guerre. On voit que le Parlement européen vient de voter 90 milliards de prêts à l'Ukraine, dont 17 milliards vont revenir à la France. Et alors c'est un prêt, et ce prêt serait remboursé quand la Russie aura remboursé les frais de guerre à l'Ukraine, ce dont on peut douter. Donc, ce dont on a de bonnes raisons de douter. 17 milliards de dettes supplémentaires et qu'on ne reverra jamais, quoi. Absolument. Donc effectivement, il n'y a aucune prise en compte des intérêts européens. Les intérêts européens seraient, alors en ce qui concerne le Groenland, déjà de garder le Groenland dans l'espace européen, non seulement parce que c'est l'intérêt des pays européens, mais aussi parce que ça nous donne une position d'apaisement possible en cas de conflit entre les États-Unis et la Russie, ou éventuellement en cas même de conflit entre les États-Unis et la Chine. Et cette position de tiers apaisant, elle est importante, parce qu'en cas de guerre mondiale, le fait que le Groenland ne soit pas dans la main des Américains peut être un facteur de paix et un facteur d'arbitrage par l'Europe. Malheureusement, encore faudrait-il que l'Europe se conçoive à la fois comme une puissance et comme une puissance de paix. Or, elle met de l'huile sur le feu, on le voit notamment dans l'affaire d'Ukraine, où elle a perdu l'occasion d'être une puissance d'arbitrage. Et maintenant, effectivement, les conditions de paix qu'aura l'Ukraine seront certainement beaucoup plus difficiles que celles qu'elle aurait pu avoir en 2022 si l'Europe avait joué le rôle qu'elle aurait pu jouer vers l'été 2022, à savoir un rôle d'arbitrage.
Donc c'est assez dramatique. Donc effectivement, nos élites sont médiocres et surtout, sur le fond, elles ne pensent pas Europe, elles ne se sentent pas européennes. Ce sont des élites oligarchiques, prédatrices, financières, mondialisées et non pas européennes. Alors, prédatrices, mais les Européens ont en bandoulière les droits de l'homme qu'ils brandissent comme étant leur étendard. Donc, c'est complètement contradictoire, cette politique de prédation et à la fois des droits de l'homme. En fait, les droits de l'homme sont un moyen d'empêcher que s'exerce le droit des citoyens, qui est un autre nom pour le droit des peuples. C'est-à-dire que quand on parle de droits de l'homme, on parle par exemple de droit de n'importe qui vient d'arriver en France à avoir droit à toute une série de prestations, etc. Voire à avoir rapidement le droit de vote, à devenir français même si cette personne ne se sent pas français. Ce qui est quand même paradoxal parce qu'on est à l'ère de la subjectivité. On nous dit, si vous vous sentez femme, eh bien, on doit vous traiter comme femme. Mais en fait, beaucoup d'étrangers ne se sentent pas français et pourtant, on leur a donné la nationalité française. C'est-à-dire qu'en fait, on les appelle d'un nom qui, subjectivement, en fonction de leur propre subjectivité, n'est pas intégré. Il y a énormément d'étrangers. Si vous leur demandez de quel pays ils sont, ils vont vous dire je suis de tel pays, alors qu'en fait, ils ont une carte d'identité française. Ça veut dire que leur subjectivité ne recoupe pas le juridique. Donc, là-dessus, il faudrait être cohérent. Donc voilà cette question des droits du citoyen. Rousseau en avait parlé pour expliquer que le citoyen devait toujours primer sur l'homme privé en quelque sorte. Ça devait primer sur la foi. Alors il mettait la foi dans dans la catégorie des options, des opinions privées, des options éthiques privées. Et donc pour Rousseau, et d'ailleurs pour Aristote aussi, en fait, si un homme n'est pas citoyen, il n'est rien. Pourquoi ? Parce que l'homme est un animal politique, ce n'est pas un animal tout court, ce n'est même pas seulement un animal social. Les animaux ont aussi une certaine forme de socialisation. L'homme est un animal politique, donc soit il est citoyen et donc il est pleinement homme, soit il n'est pas citoyen et il est moins que rien. Ou alors il est un dieu, disait ironiquement Aristote, mais comme les dieux, ça ne court pas les rues, eh bien en fait, celui qui n'est pas citoyen, l'homme qui n'est pas citoyen, est en fait rien. Mais les droits de l'homme, c'est bien le fait d'être citoyen du monde. Oui, mais ça veut rien dire, au sens où... Alors ça ne veut dire quelque chose que si on considère que le bien de l'humanité, c'est qu'il y ait un gouvernement mondial. Je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce que je crois, je ne suis pas le seul, que l'intérêt du monde, c'est sa diversité. Et sa diversité nécessite le maintien de nations avec leurs spécificités, et au-delà des nations, le maintien d'espaces civilisationnels avec leurs richesses, leurs particularités, et le fait que l'un n'est pas transformable en l'autre. A ne peut pas devenir B. Et c'est l'intérêt du monde, c'est la diversité. À quoi bon voyager si le monde se ressemble d'un bout à l'autre de la planète ? Autant rester chez soi et se contenter de faire le tour de son quartier en trottinette, comme le font les bobos. Alors, tout en haut des projets qu'on nous vend, il y a le scientisme que vous dénoncez dans votre ouvrage, le scientisme dont parle Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial. Vous dites qu'il s'agit d'un projet pour changer la nature de l'homme. Oui, alors le refus du scientisme, c'est pas du tout le refus de la science, qui est un domaine absolument passionnant. Enfin bon, chacun peut gagner à s'intéresser à la science, à écouter le physicien Jean-Pierre Petit, etc. La question n'est pas là, mais le scientisme, en fait, c'est une sorte de sous-science consistant à nous dire que finalement, tous les problèmes de l'homme peuvent être résolus par plus de techniques. C'est en fait un technicisme, si je puis dire, mais le terme scientisme est un peu plus facile à comprendre que celui de technicisme.
Ça consiste à dire que tout problème technique a une solution technique et que donc finalement, eh bien la solution, par exemple de la situation actuelle de l'Europe, eh bien c'est sans doute l'eugénisme, c'est ce qui résoudra le problème des retraites. C'est peut-être aussi la fluidité la plus complète de l'homme d'un genre à l'autre, hein, du genre masculin au genre féminin. C'est le décloisonnement des nations, hein, l'une étant substituable à l'autre. C'est un raisonnement purement quantitatif qu'on applique à tout, hein, consistant à dire, ben voilà, pour résoudre le problème des retraites, il faut faire venir un certain nombre de dizaines de millions de gens de n'importe quel pays. C'est la société liquide, quoi. Voilà, bon, il y a récemment un accord de l'Union européenne pour faire venir des millions de gens de l'Inde. Bon, l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, donc que 5 millions d'Indiens aillent en Europe, pour l'Inde, ça ne changera pas grand-chose. Pour l'Europe, ça commence à changer des choses. Et quand je dis 5 millions, ça peut être plus. Et vous êtes opposé au progrès, Pierre Le Vigan? Je suis opposé à ce progrès qui consiste en fait à ce que nous perdions de vue ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Mais qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des gens qui ont intérêt, à mon avis, à inventer un monde recloisonné, raisonnablement recloisonné. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'une frontière? Une frontière, c'est pas quelque chose que l'on ne peut jamais traverser. C'est quelque chose que l'on peut traverser, mais à certaines conditions qui sont élaborées de part et d'autre des deux côtés de cette frontière. Donc, vous êtes pour la définition de De Gaulle, à savoir que le français est un homme blanc de culture gréco-latine et de religion catholique? Alors, majoritairement, oui. Alors, ça ne veut pas dire que les assimilations ne sont pas possibles, mais... comme le disait Vénère... Dominique Vénère. Dominique Vénère disait à juste titre, il n'était pas le seul, on peut assimiler des gens, on peut assimiler même des gens en quantité de dizaines de milliers, parfois de centaines de milliers. Mais on ne peut pas assimiler des peuples. Ouais. C'est-à-dire que des gens qui arrivent à niveau de 5 millions, de 10 millions, qui arrivent avec leur culture, on ne peut pas leur reprocher d'arriver avec leur culture, mais qui restent dans cette culture parce qu'ils sont suffisamment nombreux et que la mondialisation, pour le coup, est suffisamment efficace pour qu'ils restent en contact avec la télévision de leur pays, avec toute leur famille grâce à Internet, etc. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de raison objective de s'assimiler. Et donc, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'assimilation ne pouvait marcher que quand elle était en quantité raisonnable, mettons dans les années 1950, début des années 60, et dans un monde où les techniques n'étaient pas mondialisées. Où, en 1963, si quelqu'un voulait appeler sa famille au fin fond de l'Afrique, ça lui coûtait des fortunes. Maintenant, ça ne coûte quasiment rien. Donc l'assimilation était forcée, était obligatoire. Et en plus, ça concernait des masses tellement, je dirais, minoritaires, enfin des groupes qui n'étaient pas des masses précisément, tellement minoritaires que c'était pas un problème. À la limite, c'était un plus dans la diversité. C'était très bien qu'il y ait de temps en temps quelques Africains, de temps en temps quelques gens d'autres cultures. Bien entendu, c'était même normal, naturel. Mais là, on est tombé dans quelque chose qui est une dépossession de nous-mêmes. Alors vous proposez justement contre ce mouvement, Pierre Le Vigan, une Europe post-occidentale, une Europe dont l'inspiration remonterait, dites-vous, avant l'époque dite des Lumières. Alors quel en serait l'esprit et la forme de cette Europe post-occidentale? Alors, moi je plaide pour une sorte d'entente européenne. Alors, c'est difficile de déterminer des schémas à l'avance, et je crois surtout qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, à savoir que l'objectif, c'est pas de s'unir à tout prix, l'objectif, c'est de savoir sur quelle base on s'unit. Parce que s'il s'agit de s'unir comme Union européenne pour être un marchepied de la mondialisation et pour être toujours perdant, en fait, dans nos négociations avec les États-Unis d'Amérique, ou même, bien entendu, avec la Chine, avec d'autres puissances plus cohérentes et dirigées par des élites dont on pense ce qu'on veut. Ce sont pour la Chine, c'est un peu d'autoritarisme. C'est un dictateur, mais c'est un dictateur patriote. Ce sont pas des... On peut reprocher plein de choses à Xi Jinping, mais c'est pas un agent anti-chinois. C'est déjà quelque chose. L'union n'est pas souhaitable. Parce que ce qui compte, c'est que tous les pays européens comprennent qu'à long terme, ils ont des intérêts communs,
qui sont de se désolidariser des États-Unis d'Amérique, d'avoir une défense indépendante, qui sont de se rapprocher aussi avec la Russie, là encore, sur des bases égalitaires. Il ne s'agit pas d'être poutinolâtre, mais il s'agit de faire du réalisme politique. L'Europe sans la Russie, c'est quand même à peu près 500 millions d'habitants. La Russie, c'est 140-150 millions d'habitants. On a largement les moyens d'avoir un partenariat équilibré avec la Russie. C'est même la Russie qui risque d'être un peu dominée par l'Europe si l'Europe avait enfin une véritable volonté politique. Une volonté politique qui ne serait pas celle de l'Union européenne, voilà, mais de ce que vous appelez une confédération européenne. Ça peut être une confédération européenne. Un peu comme le modèle helvétique, la confédération helvétique. Voilà, avec droit de sécession, bien entendu, en tout cas, au minimum, une entente européenne. Et puis, si possible, des États confédérés, à condition, encore une fois, d'être d'accord sur un certain nombre d'objectifs, une économie réindustrialisée, une économie autonome, un grand espace européen, une économie relocalisée, ça c'est surtout très important. Et puis un commerce rétabli avec la Russie, puisque vous dites que l'Europe bien entendu, une Russie forte. C'est notre partenaire naturel, il est à côté de nous. Il est à côté de nous. Et il nous vend du gaz moins cher que les Américains. Absolument. Et puis, sincèrement, pour que les Russes nous cherchent des histoires, il faut nous-mêmes leur en avoir cherché. Quand ils sont venus à Paris en 1814, c'est qu'auparavant, Napoléon s'est installé à Moscou pendant un mois. L'histoire russe nous montre que leur tendance naturelle n'est pas d'envahir l'Europe. Évidemment, si on les provoque, ça peut mal se terminer, mais c'est pas du tout leur tendance naturelle. Et alors, franchement, la situation de la Russie actuellement a quand même des fragilités démographiques que tout le monde connaît. Elle n'est pas du tout. Enfin, je veux dire, il faut vraiment nous prendre pour des idiots pour nous faire croire qu'il y a une menace d'invasion de l'Europe par la Russie, très sincèrement. On nous prendrait par des idiots, Pierre Le Vigan. C'est possible, malheureusement. J'y crois pas. L'Europe à l'endroit, libérer l'Europe de l'occidentalisme et de l'euro-mondialisme. C'est l'ouvrage de Pierre Le Vigan à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, Pierre Le Vigan. Merci, Pierre Bergerot.